Bonjour. Donc, on va voir aujourd'hui un exercice sur le moteur asynchrone. Donc, on va essayer d'utiliser dans cet exercice la représentation d'un moteur triphasé bien sûr, par phase. Et on va donc essayer de voir quels sont les paramètres nécessaires pour faire ce type d'analyse de moteur asynchrone triphasé. Donc on lit tout d'abord l'énoncé. Qu'est-ce qu'on a? On a un moteur asynchrone à bague de puissance éthyle 95 kW, de tension 220-380 volts, de fréquence 50 Hz et de nombre de pôles 8 pôles. Donc ce moteur-là est alimenté par une ligne triphasée de 380 volts, 50 Hz. D'accord? Donc pour ce moteur-là, on va essayer de résoudre ou bien de répondre à cette série de questions. On commence par la première question. Donc c'est un moteur, tout d'abord c'est un moteur à bague. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire à rotor bobiné. Qu'est-ce que ça veut dire à rotor bobiné? Ça veut dire que donc on a un stator qui porte un bobinage triphasé et également ici un rotor qui porte un bobinage triphasé. Bien sûr, on doit se rappeler que un moteur à bague qui a bien sûr un rotor bobiné, il contient un bobinage triphasé mais qui est toujours couplé en étoile. Ça c'est une chose très importante. Ça veut dire, donc on les couple en étoile et on fait sortir les trois bornes du rotor qu'on lie à travers un ensemble de bagues balais. Donc les balais, ils touchent trois bagues. Bien sûr, pourquoi? Bien sûr, pour utiliser le rotor pas dans un circuit extérieur. Ici, le rotor n'est pas fermé sur lui-même. Donc ici, pour cet exercice-là, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? À enroulement rotorique ouvert, la tension entre deux bagues est égale à 360 volts. D'accord? Quelle est la question? Quel est le rapport de transformation phase à phase M pour ce moteur-là? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, pour ce moteur, donc le stator, il va être couplé en étoile. Pourquoi? Parce que pour que chaque enroulement reçoit une tension nominale de 220 volts. D'accord? Donc la tension du stator, c'est quoi? C'est 380 volts entre deux phases. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que à rotor ouvert, on a mesuré une tension entre deux bagues. Et cette tension-là, on va l'appeler la tension du rotor, est égale à 360 volts. D'accord? Le rapport de transformation ici, phase à phase, il va être comment? Il va être cette tension-là, ça veut dire la tension du rotor sur la racine carrée de 3, on va la diviser par la tension du stator sur la racine carrée de 3 par phase. Donc chaque phase, il va
chaque phase du rotor, il va subir une tension de cette valeur-là. Et pour le stator, il va subir cette valeur-là. Donc si on fait le calcul, ici, on a dit c'est 360 volts sur la racine carrée de 3 sur 380 volts sur la racine carrée de 3. Donc ça va nous donner un rapport de transformation phase à phase qui est égal à 0,947. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle le rapport de transformation phase à phase pour ce moteur-là. D'accord? La deuxième question, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, sachant que le couple maximal est de 490 Nm, on nous demande de calculer la réactance de fuite X ramenée au stator. D'accord? Sachant que le couple maximal est de 4590, on nous demande de calculer la réactance X du moteur ramené au stator. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On pose l'expression du couple d'un moteur asynchrone en fonction de ces paramètres électriques. Donc, on va essayer de l'écrire. Bon, on sait que l'expression du couple d'un moteur asynchrone triphasé en fonction de sa résistance ramenée au stator et sa réactance ramenée au stator est égal à quoi? Est égal à T. T est égal à 3 fois P sur oméga fois E sur G sur E sur G au carré plus X au carré fois V1 au carré. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Avec P, c'est le nombre de paires de pôles. Donc le pôle magnétique, bien sûr. Avec oméga, c'est la pulsation. Oméga, c'est 2πf. C'est la pulsation en radians par seconde. Avec R, c'est quoi? C'est la résistance du moteur ramené au stator. Résistance ramenée au stator. Avec X, c'est la réactance de fuite ramenée au stator. C'est la réactance de fuite également ramenée au stator. D'accord? G c'est quoi? C'est le glissement. Le glissement. Et enfin, V1, c'est la tension d'alimentation par phase. Tension statorique par phase. D'accord? C'est ça, donc ça c'est l'expression générale de ce qu'on appelle le couple donné par un moteur asynchrone. D'accord? Au cours, on peut voir que cette expression-là,
quand est-ce qu'il est maximal? Quand est-ce qu'il est maximal? Donc cette expression-là, T max, il correspond, T max, il correspond au cas où on a R sur G est égal à X. C'est dans ce cas-là qu'on a un couple maximal. Donc si on remplace R sur G par X, au numérateur et au dénominateur, on va avoir un couple maximal qui correspond à quoi? À 3 fois P sur oméga fois V1 au carré sur quoi? Sur 2x. Ce qui va ne donner que la réactance de fuite ramenée au secondaire, il sera égal à quoi? À 3 P sur oméga, d'accord, fois V1 au carré sur 2 fois T max. Si on fait l'application numérique, on a toutes les données. Donc V1, c'est quoi? C'est 220 volts. C'est la tension qui arrive à chaque phase statorique. P, c'est quoi? C'est, on a de P est égal à 8, ça veut dire que petit P est égal à 4. Oméga, c'est 314 radians par seconde avec F est égal à 50 Hz. Quoi d'autre? T max et les données, c'est combien? C'est 4590. C'est 4590 newton-mètres. Ce qui nous donne finalement que X est égal à quoi? Est égal à 0,2 ohms. Voici la valeur de la réactance de fuite ramenée au stator. Bon, la question 3. Donc on sait que donc on a la résistance mesurée entre deux bagues du rotor, moteur à l'arrêt, est égale à 0,064 ohms. On déduire, troisièmement, la résistance de chacune des phases rotoriques. D'accord? Et cette résistance qu'on va calculer, on va obtenir sa valeur lorsqu'on va la ramener au stator. Donc ici, on va bien sûr répondre à ces deux questions en même temps. Donc la résistance ramenée au secondaire. Donc qu'est-ce qu'on sait? Donc le rotor, on sait que, on a dit, qu'est-ce qu'on a dit? Le rotor est découplé en étoile. Donc lorsqu'on a mesuré une résistance entre deux bornes du rotor, on a trouvé que cette résistance-là est égale, la résistance rotorique, est égale à quoi? Est égale à 0,064. Donc la résistance rotorique, on va l'appeler R2, la résistance rotorique, est égale à R rotorique entre deux bornes sur 2. Ça va donner 0,032 ohms. D'accord? Ça, c'est la question 3. Question 4. Cette résistance, lorsque on va la ramener au stator, il va avoir une valeur qui R est égale à R2 sur le carré
du rapport de transformation phase à phase de ce moteur-là. Donc ça va nous donner, si on fait ça, donc pour M, on a déjà calculé, c'est 0,947, on a calculé. Lorsqu'on fait son carré, on le lève au carré, et qu'on la met au dénominateur, on va avoir une valeur qui est égale à 35, à peu près 35,68 milliohms. Donc ça, c'est la résistance ramenée, la résistance du rotor ramenée au stator. C'est une résistance du rotor ramenée au stator. D'accord? Donc la question qui suit, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'au régime nominal, le glissement a une valeur de 2,45%. Tout d'abord, cinquièmement, calculer la fréquence de rotation nominale pour ce glissement nominal. Calculer la valeur nominale du couple. Calculer la valeur nominale du couple. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, donc la vitesse de synchronisme ns est égale à combien? Est égale à 60F, si on veut la voir directement en tours par minute. C'est 60F sur P. Ça va nous donner 60 fois 50 sur 4, ça va nous donner 750 tours par minute. D'accord? Donc, N, la vitesse de rotation, on sait que la vitesse de rotation est égale à 1 moins G, le glissement, fois la vitesse de synchronisme. Le glissement, c'est combien? C'est 2,45%. Donc on a 100 moins 2,45. 100 moins 2,45 fois 750 sur 100. Ça va nous donner combien? Ça va nous donner une vitesse ou bien une fréquence de rotation de 731,62 tours par minute. Ça c'est quoi? C'est la vitesse de rotation la vitesse nominale de rotation de ce moteur. Donc c'est une vitesse nominale puisque ça c'est un glissement nominal. D'accord? Bon, pour l'expression du couple nominal, on utilise la même expression du couple qu'on a vu, mais en utilisant ici un glissement nominal. Donc, si on fait le calcul, on a tout. Donc, V1 c'est 220 volts, oméga c'est 314, P c'est 4, R on vient de calculer c'est 35,68 milliohms, X 0,2, G c'est 2,45%. Donc si on fait attention, on doit pas faire des erreurs au niveau du calcul, parce que donc si on fait attention, on va obtenir. Donc finalement, on va avoir un couple qui est égal à 1246,82 Newton-mètres.
ça c'est le couple nominal demandé. D'accord? On continue. Donc, à vide, le courant absorbé pratiquement réactif est égal à 78 ampères. D'accord? Donc, lorsque le courant absorbé à vide, bien sûr à vide, il est égal à 98 ampères purement réactifs. Dans ce cas, on nous demande de faire quoi? On nous demande de déduire le courant nominal dans le stator, de calculer le facteur de puissance nominal, de déterminer les puissances étules et absorbées, et enfin de calculer le rendement du moteur. Donc on va essayer de faire ces questions-là. On commence tout d'abord par la septième question qui dit déduire le courant nominal de quoi? Dans le stator. Bon, pour faire ça, on doit se référer au modèle du moteur triphasé, de ce moteur triphasé par phase. Donc, quel est ce modèle-là? Donc, le modèle du moteur par phase va nous permettre, bien sûr, de déterminer le courant, les trois courants. Ici, on a trois courants, en fait. On a le courant absorbé par une phase statorique, on va l'appeler I1. On a le courant à vide, I0, on va l'appeler I0 qui est purement réactive. Purement réactive, ça veut dire que dans cette branche-là, dans cette partie-là, on va utiliser seulement une réactance magnétique et non pas normalement cette réactance en fait elle est en parallèle avec une résistance magnétique. Mais ici on nous a dit que le courant là il est purement réactif, ça veut dire qu'on va garder seulement cette partie magnétisante réactive. Ça c'est du point de vue stator. Du point de vue rotor, voici cette partie-là. Donc cette partie-là, c'est le rotor. I2, on l'appelle le courant dans une phase rotorique. X, c'est la réactance du moteur ramenée au stator. Et R, c'est la résistance du rotor ramené au stator. Donc, ce schéma-là, ou bien ce modèle-là, on va bien sûr appliquer ici une tension V1. V1 qui est la tension par phase statorique. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que cette tension-là, elle est appliquée également à la partie rotorique. Donc, et qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que ce courant-là, ce courant, I2, est égal à quoi? Est égal à cette tension-là. Sur quoi? Sur cette impédance. Sur cette impédance. Et si on veut trouver ce courant dans le rotor avec sa valeur efficace, on va dire que c'est V1. Bon, V1 sur, tout d'abord V1 sur R sur G. D'accord? Plus Gx. Donc, si on veut obtenir cette valeur-là avec, donc on va dire que I2
sa valeur efficace, c'est V1 sur R sur G au carré plus X au carré, le tout sur le radical. Donc si je fais ça, donc j'ai R, j'ai calculé R, on a G, c'est 2,45%, on a X, c'est 0,2, on a V, c'est quoi? C'est 220 volts. Ça veut dire que I2 a une valeur efficace de quoi? De 149,69 ampères. Ça, du point de vue valeur efficace. Mais vectoriellement, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ce courant-là, c'est la somme de ce courant-là et ce courant-là. Ici, c'est nœud. Sauf si ces courants-là, ils ne sont pas en phase. Qu'est-ce qu'on va faire? On doit bien sûr les rassembler dans un schéma, dans une représentation graphique. Donc tout d'abord, quel est le facteur de puissance dû au rotor? C'est quoi? C'est tangente phi 2 est égal à X sur R sur G. D'accord? Ce qui va nous donner un angle. Donc si je fais ça, je vais avoir un angle de 7,8 degrés. 7,8 degrés. D'accord? Bon, pour rassembler ce courant-là, donc les trois courants dans un même graphe, donc on va dire quoi? On va dire que ce courant-là, il est purement réactif. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il va faire un angle de pi sur 2 par rapport à cette tension-là. On va les rassembler tous dans un même graphe, ce qui va nous donner. Donc pour rassembler les trois courants dans un même graphe, qu'est-ce qu'on va dire? On va prendre tout d'abord un axe de référence qui va porter la tension V1. On va dire que le courant à vide, il fait un angle de pi sur 2 par rapport à V1. Pourquoi? Parce qu'il est purement réactif. Et que le courant I2, il fait, donc on a I0 plus I2, ça nous donne I. Donc le courant I2, il fait un angle de 7,8 degrés avec cet axe-là de référence. Et on va prendre comme échelle 1 centimètre. Il va correspondre à 20 ampères. D'accord? Et on va tracer le vecteur avec son module qui correspond à cette échelle-là. Ça, c'est 78 ampères. Et ça, c'est 149,69 ampères. Avec cet angle qui est égal à 7,8, on va le prendre 8, à peu près 8 degrés. Donc, et on va bien sûr chercher le module de la somme de leur somme, puisqu'on a I1
est égal à I0 plus I2. En l'occurrence, I2, on l'appelle le courant de travail. D'accord? Et on cherche quelle est la distance en centimètres de ce vecteur-là, qui est la somme, et on va la convertir en ampères, et on va trouver la valeur de ce courant-là. C'est ça, c'est la méthode. Donc ça, c'est la méthode graphique qu'on peut utiliser. Donc ici, on va à peu près trouver que le courant I1 est égal à combien? Donc I1 il correspond à une distance de 8,8 cm. Si on la multiplie par 20, ça va nous donner un courant I1 qui est égal à peu près 177 ampères. Ça, c'est la méthode graphique. Donc, c'est ce qu'on va utiliser pour résoudre ce problème-là. Donc, si on veut pas utiliser cette méthode-là, on peut utiliser une autre méthode qui est mathématique. Donc, donc on cherche tout d'abord le facteur de puissance. Quel est le facteur de puissance ici? Bon, pour le facteur de puissance de cet angle-là, c'est ce côté-là, on va l'appeler OA. Sur ce côté-là, B. Donc OB c'est IA. OA, si on utilise la règle, on va voir que ça va donner à peu près 7,4 cm. Donc si je divise ce côté-là sur ce côté-là, il va me donner le facteur de puissance de l'angle. Donc je vais dire que cos phi est égal à quoi? Est égal à OA sur OB. 7,4 divisé par 8,8, ça donne à peu près 0,84. Donc ça, c'est du point de vue. Donc si on veut le faire par la méthode graphique. Donc c'est la méthode, je répète, que je dois utiliser tout d'abord une échelle, tracer les courants réactifs par rapport à la tension V1 qui va être prise comme origine des phases, puis passer au rotor pour calculer ce courant-là et cet angle-là, et on va dire que I0 plus I2 est égal à I1, et on va prendre la longueur de ce vecteur-là et la convertir en ampères pour que ça nous donne un courant de 177 ampères. Donc, et on fait, pour déterminer le facteur de puissance, on divise le côté adjacent sur l'hypoténuse de ce triangle-là. Et on va voir que ça va donner ceci. Donc si on ne veut pas faire cette méthode-là, on peut la faire d'autre manière, d'une autre manière. Comment? Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va bien sûr porter tous nos vecteurs sur deux axes, OX, OY. On va décomposer pour chaque vecteur. Pour I1, il a I1X, I1Y.
pour I0. Bon, pour I0, il n'a pas de composante puisqu'il est purement réactif. Il est dans l'axe des x est égal à 0, mais dans l'axe des y est égal à I0, la valeur complète. Et I2 est égal à I2 fois cosinus phi2 dans la partie x, et I2 fois sinus phi2 dans la partie dans la partie OY. D'accord? Et qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que ce qui va nous donner que I1 est égal à I1 X, I1 Y. Et 0, il va nous donner quoi? 0, 78. Il est purement réactif. Et 2, il va nous donner 148,30 20,30. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sinus et cosinus de l'angle de phi2 qui est égal à 8 degrés. Donc, je multiplie cosinus par 149,69. Je multiplie sinus de phi2 par 149,69. Ça va nous donner comme ça. Donc, finalement, qu'est-ce que je vais? Je vais avoir I1 est égal à I0 plus I2. Je fais la somme des x, je vais avoir I1x est égal à quoi? Est égal 0 plus 148, ça veut dire 148,30. Et I1y est égal à combien? Est égal à 78 plus 20. Ça donne combien? Ça donne 98,31. Et finalement, je dis que I1 est égal à quoi? Est égal à I1x au carré plus I1y au carré, le tout sous la radicale, ça va nous donner un courant de 177,92 ampères. D'accord? Pour la tangente de phi, dans ce cas, c'est I1 Y sur I1 X, ce qui nous donne 0,662, ce qui nous donne un angle phi est égal à 33,50, ce qui nous donne un cos phi est égal à 0,83. Ça, c'était la méthode mathématique. Donc, on peut choisir la méthode qu'on voit facile pour faire ce calcul-là. Bon, la question suivante, c'est quoi? C'est déterminer la puissance étile et absorbée. Et finalement, dixièmement, calculer le rendement. Donc, on va déterminer la puissance étile et la puissance absorbée pour ce moteur et le rendement. D'accord? Donc, en fonctionnement nominal, le moteur fournit une puissance mécanique qui est égale à quoi? Donc, on va l'appeler PU. C'est quoi? C'est le couple nominal qu'il nous a donné fois la vitesse nominale fois pi sur 30 en gardant
en gardant cette, en gardant ça c'est en newton-mètre, et ça c'est en tours par minute. Ça va nous donner le couple, on l'a calculé, le couple c'est 1246,82 fois la vitesse nominale qui est égale à 731,62 fois pi sur 30, ça va nous donner une puissance étude qui est égale à quoi? Qui est égale à 95 476,72 watts. D'accord. Ça, c'était la puissance étude. Pour la puissance absorbée, on peut la calculer de cette manière-là. On dit que c'est 3 fois V1 fois I1, puisque le moteur est couplé en le moteur est couplé en étoile, fois cosinus phi. On vient de calculer I et son facteur de puissance. On a 220 volts fois 3, ça va nous donner une puissance qui est égale à 17 464,57 watts. Et finalement, le rendement, ça va être, le rendement, c'est la puissance étude sur la puissance absorbée. On a on a cette valeur-là. Sur cette valeur-là, ça va nous donner une valeur de 77,96%. Ça, c'était la réponse à toutes les questions données dans ce problème. À bientôt.